Portrait de Monsieur Alain Minc. Alain Minc est un conseiller politique, essayiste et homme d'affaires français. C'est l'homme de l'ombre qui conseille les puissants. Il a conseillé des entrepreneurs de renommée internationale, tels que Arnault, Pinault, Bolloré, Drahi ou encore Niel. Il est donc à la fois conseiller et confident des grands patrons, essayiste polygraphe, agitateur d'idées et homme de médias. Il est actuellement président d'AM Conseil. C'est une société spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Son chiffre d'affaires s'élève à plus de 5 millions d'euros en 2019. Dans ce cadre, il a pour habitude de conseiller les jeunes et ambitieux inspecteurs, comme Emmanuel Macron. Il lui a d'ailleurs conseillé de consulter Jean-Pierre Jouyet pour sa connaissance de l'État, Henri de Castries, président du groupe Bilderberg, pour celle du business managérial, et lui au nom du reste. Dans une interview à Capital, il explique « J'ai créé AM Conseil en 1991 sur un constat, celui de la solitude du pouvoir. Un patron ne peut pas parler de ses orientations stratégiques aux membres de son conseil d'administration sous peine de se mettre dans leurs mains. Il ne peut pas non plus consulter ses proches collaborateurs amenés à bouger dans la nouvelle organisation. Il fait de moins en moins confiance aux grandes banques qui ont des objectifs de rentabilité à tenir. Mon atout pour les dirigeants, c'est ma liberté de parole. Comme j'interviens dans plusieurs univers, je suis en prime plus disruptif pour chacun d'entre eux. Et dans un monde extrêmement normé, ces meneurs veulent justement fendre le granit. Quant aux nominations, vous faites le Pygmalion quand vous pensez que les profils sont bons. À Paris, nous sommes peut-être 6 ou 7 à être consultés quand une pointure du CAC 40 brigue un autre job, parmi lesquels mon avocat et ami Jean-Michel Darrois, Bruno Roger, le patron de Lazare, ou encore Sébastien Pratt, associé du cabinet Bredin-Pratt. Je ne suis pas le seul dont on sollicite les conseils. Dans son entreprise, Alain Minc dit compter dans son portefeuille entre 15 et 20 clients. Ces grands patrons sont tous des pointures, dont certains de la première heure, comme Jean-Louis Beffa, de chez Saint-Gobain, qui le rémunère généralement sur la base d'un forfait annuel de 100 000 à 250 000 euros. Mais d'autres, tels Vincent Bolloré, sans doute son plus gros contributeur, préfèrent lui verser une prime sur les opérations menées à bien. Il paie le 1% Minc. Autrement dit, 1% sur les plus-values réalisées en bourse grâce à son conseiller. Ce système peut se transformer en jackpot, comme en 98-99. Ces années-là, Bolloré a enchaîné les coups jutés sur Bouygues, Pathé, puis Rue Impériale, et Minc a empoché quelques 47 millions de francs. Bolloré est ravi, tout comme Antoine Zaccaria, président de Vinci. L'ancien PDG de Valeo Noël Goutard nous dit « C'est un ami disponible, positif, doté d'une véritable ouverture d'esprit et d'une formidable énergie. » Pour autant, les critiques sont tout aussi vives. En gros, il a les défauts de ses qualités. La morgue, le cynisme, le mépris, et pour tout dire, le côté insupportable de ces personnages qui ont la certitude d'avoir toujours raison. Il est intolérant avec la médiocrité. C'est quelqu'un d'entier qui ne se sent aucune obligation avec les cons. Il est d'ailleurs très ennemi avec Martin Bouygues, depuis la tentative d'OPA de Bolloré sur le groupe Bouygues. Chez AM Conseil, chaque année, Alain Minc s'octroie 1 million d'euros de dividendes sur le résultat et un salaire en tant que PDG de 150 000 euros. Il touche par ailleurs des jetons de présence au titre de ses postes d'administrateur au conseil de Valeo, de Vinci et de la Fnac. Enfin, il perçoit les droits d'auteur de ses ouvrages. Alain Minc ne détient aucune action cotée en bourse. Il ne possède qu'un portefeuille de 6 caves. La spécialité d'Alain Minc est donc faire la carrière des gens. L'ancien patron du Crédit Lyonnais, Jean Peyrelevade, raconte que c'est lui qui a suggéré à Édouard Balladur de le nommer à la tête de la banque, sans même lui en parler.
Il pensait sincèrement que c'était bien pour lui. Plus récemment, c'est aussi lui qui a recommandé à Vincent Bolloré de placer le banquier Philippe Val à la direction d'Havas. Rebelote, mais en vain cette fois, quand il milite pour que son poulain Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med, remplace le président d'Accor, Jean-Marc Espaliou. Minc a toujours considéré que les hommes sont comme des pièces que l'on peut déplacer à sa guise sur l'échiquier, résume un banquier d'affaires dans l'Express. Alain Minc n'a donc aucun scrupule, même avec ses amis. Serge Wimbert, ancien PDG de PPR, et Gérard Mestralet, patron de Suez, étaient à la fête du 14 avril 1999 au restaurant Le Grand Véfour avec le gratin du monde des affaires, de la politique et des médias venus célébrer les 50 ans de Minc. Le premier a été son témoin de mariage, et réciproquement. Le second l'a connu en 1967, en classe prépa à Louis-le-Grand. Ce jour-là, Minc l'a présenté comme le plus ancien de ses amis présents. Ils sont aujourd'hui très brouillés. Des clients de longue date prennent aujourd'hui le large. Des clients historiques, comme par exemple Louis Schweitzer ou François Pinault, dont le fils François Horry n'a manifestement pas la même proximité. Il l'a d'ailleurs débarqué du conseil à peine arrivé à la tête du groupe familial. Mais Alain Minc a de la ressource. Ce chasseur de tête passe déjà au crible tous les nouveaux de l'inspection. Au-delà, il s'emploie à repérer les jeunes pousses, puis les cultive avec soin. Par exemple Stéphane Courbit, patron d'Endemol France, l'enfant de la télé. Depuis 2001, Minc le conseille à titre gracieux. On verra plus tard. Depuis décembre 2011, il est également président de la SANEF, l'une des 3 principales sociétés autoroutières françaises, après avoir été plusieurs années membre du conseil d'administration d'une société concurrente, Vinci. Il est également membre du conseil d'administration de diverses entreprises. Il y a d'abord Prisa, qui est un groupe de presse espagnol coté à la Bourse de Madrid. CaixaBank, c'est une entreprise financière espagnole qui comprend les anciennes activités bancaires et assurantielles. Il y a également la Fnac, Poeo Direct Énergie, une filiale de Total Énergie Électricité et Gaz de France SA. Ingenico, c'est une société spécialisée dans les prestations de paiement et figurant parmi les leaders mondiaux du marché des terminaux de paiement. Et enfin, Yves Saint Laurent, aux côtés de François Pinault. D'ailleurs, il adore participer au défilé d'Yves Saint Laurent avec son ami Pinault, où il s'amuse avec ses amis Pierre Berger et Yves Saint Laurent. Alors, que peut-on dire à propos de la famille Minc ? Alain Jacques Richard Minc est né le 15 avril 1949 à Paris. Il est le fils de Joseph Minc, qui était né en 1908 et décédé en 2011, et de Lisa née Brogat, née en 1920 et décédée en 1999. Son père, prothésiste dentaire de formation, naît au sein de la communauté juive de Brest-Litovsk, en Biélorussie. D'ailleurs, le journal Le Monde lui consacre un hommage à la suite de son décès, comme on peut le voir dans cet article apparu le 15 janvier 2011. Dans cet article, on peut voir que Joseph Minc était d'abord destiné, de par sa famille juive, à devenir un rabbin. Et puis finalement, il renia sa religion pour adhérer au Parti communiste et écrivit alors un livre qui s'appelait « L'adieu à Dieu ». Je pense que c'est assez clair. On nous explique également dans l'article que Joseph Minc s'est refusé de porter l'étoile jaune pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il se serait apparemment engagé dans des réseaux de résistance avec les francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrée, et aussi avec l'UJRE, c'est l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide. Le CRIF présente également ses condoléances à la famille Minc. Ils écrivent un article en l'honneur de ce monsieur qui allait avoir 103 ans pour raconter comment il a échappé à la rafle du Veldiv car il avait déménagé 2 jours avant.
et comment il s'est installé après la guerre, rue Chapon à Paris, dans le 3e arrondissement, là où le petit Alain a passé son enfance, par la suite. Ils ont obtenu leur naturalisation en 1948. Joseph Minck a également écrit sa biographie, intitulée L'extraordinaire histoire de ma vie, un titre sans trop de prétention. C'est un ouvrage publié en 2006. Mais revenons au fils, Alain Minck, et regardons ce qu'il a fait comme études. Il est élève au lycée Turgot, puis en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand. Ensuite, il est ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Paris, promotion 1968. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, promotion 1971, puis de l'École nationale d'administration, promotion 1975, d'où il sort major de la promotion Léon Blum pour la voie d'administration économique. Alors, parlons de sa vie privée. Alain Minck se marie avec Sophie Boiron le 6 septembre 1975. C'est la fille du réalisateur et scénariste Michel Boiron. Ce réalisateur a fait entre autres plusieurs films avec Brigitte Bardot par exemple, comme Cette sacrée gamine ou alors encore Une Parisienne. Et il a également fait Le chemin des écoliers avec Bourvil et Lino Ventura et Alain Delon. Alain et Sophie ont 3 enfants. Le premier, c'est Édouard Minck, né en 1976. Celui-ci rejoint en 2001 le groupe Lagardère comme chargé d'études. En 2019, il est directeur Corporate Business Affairs du groupe et directeur du Business Développement de Banijay France. Alors, le deuxième enfant est une fille, c'est Constance Minck, née en 1978. En 2008, elle est présidente du conseil d'administration de l'entreprise AM Finance. Actuellement, elle est directrice financière d'IFS. Et pour finir, nous avons Thomas Minck, né en 1980. Depuis 2017, il est directeur de Sopexa USA. Parlons maintenant de la carrière d'Alain Minck. Alain Minck intègre l'inspection générale des finances entre 1975 et 1979. Il se fait connaître par le rapport Nora Minck sur l'informatisation de la société qui introduit le néologisme télématique. Ce rapport a rencontré un grand succès, mais a conduit à l'impasse du Minitel et au retard pris par la France dans le domaine de l'Internet, ce qu'Alain Minck a reconnu. Il démissionne en 1979 pour rejoindre Saint-Gobain, une entreprise française spécialisée dans la production, la transformation et distribution de matériaux. Roger Fauroux, le PDG de Saint-Gobain, haut fonctionnaire et homme politique français, ancien ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire entre 1988 et 1991, lui confie la direction financière. Il travaille alors avec le directeur général adjoint Francis Mer, un industriel et homme politique français, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entre 2002 et 2004, et il s'occupe de prise de participation de l'entreprise dans l'industrie informatique et de l'achat par Saint-Gobain de 20% du capital d'Olivetti. Olivetti est une société italienne, un des leaders mondiaux dans la fabrication de machines à écrire mécaniques, puis électriques, avant de se lancer dans l'informatique. Elle développe aujourd'hui des imprimantes professionnelles, des caisses enregistreuses, des tableaux interactifs, des tablettes et des machines d'impression tridimensionnelles. Dirigée par l'homme d'affaires Carlo De Benedetti, l'objectif est de se rapprocher, voire de fusionner SIL Honeywell Bull et Olivetti. Alain Minck sera brièvement directeur général adjoint et directeur financier de SIL Honeywell Bull en 1981. Mais il revient rapidement à Saint-Gobain lorsque le gouvernement oblige Saint-Gobain à sortir de l'industrie informatique. En 1983, Alain Minck prône la prise de contrôle de la Compagnie Générale des Eaux. Elle a pris le nom de Vivendi en 1998, puis Veolia Environnement.
De 1984 à 1986, il est président de Cocherie, de Bourdin et Chaussée, qui sont des filiales de la Compagnie Générale des Eaux, elle-même détenue à 21% par Saint-Gobain. Il quitte Saint-Gobain en 1986 pour travailler avec Carlo de Benedetti et devient administrateur directeur général de Cérus, la holding financière de l'homme d'affaires Carlo de Benedetti. Alain Minc, dont François Sureau, un avocat et écrivain proche d'Emmanuel Macron, était l'adjoint, est alors le principal instigateur de la célèbre et calamiteuse OPA sur la Société Générale de Belgique en janvier 1988, qui débouche sur un désastre financier. Alors, pour vous préciser, une OPA, c'est une offre publique d'achat. C'est une offre proposée par une entreprise ou une personne physique pour acquérir l'ensemble du capital d'une autre entreprise. Carlo de Benedetti, du coup, après cette histoire, le congédie de Cérus en avril 1991. Cette affaire lui a quand même coûté 4 milliards de francs. François Sureau est aujourd'hui l'homme de l'ombre du président de la République Emmanuel Macron. À l'époque, il était conseiller d'État et il est rentré chez Cérus en tant que directeur général adjoint. C'est là qu'il a connu Alain Minc. Ils sont devenus amis pour tout le reste de leur vie. Chez Cérus, ils font leurs premières armes dans le monde des affaires. Les deux hommes déclenchent l'une des plus grandes batailles financières de l'époque en partant à l'assaut de la Société Générale de Belgique. L'opération sera un échec. C'est également à cette époque que François Sureau embrasse la carrière d'avocat. Privatisation de France Télécom, sauvetage du Crédit Lyonnais, création de Natixis, ouverture du capital de Gaz de France. Sans qu'on le sache forcément, François Sureau a été impliqué ces 20 dernières années dans presque tous les grands feuilletons industriels et financiers, ce qui explique l'épaisseur de son carnet d'adresses. Les liens tissés avec Jean-Louis Giraudol, de chez Lazare, Sandra Lagumina, ex-Engie, datent de ces années-là. Mais François Sureau a également un grand amour pour l'armée. Officier de réserve à la Légion étrangère, il a effectué de nombreuses missions en territoire engagé. Kosovo, Afghanistan, Djibouti, cette ère de combat décrite dans certains de ses romans, l'écrivain les a réellement arpentés. Officiellement en tant que conseiller juridique de l'armée de terre, mais allez savoir avec ce personnage romanesque. Pour faire le lien entre ces deux mondes, le civil et le militaire, l'avocat convainc même des responsables de créer des binômes associant pour des missions ponctuelles des soldats de métier et de jeunes hauts fonctionnaires en mal d'aventure. Un certain Édouard Philippe fera partie de ces expéditions. En 2019, Alain Minc revient sur cette OPA ratée sur la Société Générale de Belgique. Lors d'une interview pour le magazine économique français Challenge, il s'en prend directement à ses amis francs-maçons. Pour lui, les francs-maçons sont comme une force enfouie, toujours puissante. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité, y compris dans le monde économique. Il nous donne d'ailleurs une clé. Lorsque deux types qui n'ont rien en commun sont très proches, vous pouvez souvent vous dire « Tiens, tiens ». Il devient président de la Société des lecteurs du journal Le Monde entre 1985 et 2003 et il accède en 1994 à la présidence du conseil de surveillance du groupe Le Monde jusqu'en 2008. Gérard Mestrallet, PDG de Suez de 2008 à 2016, le rémunérait alors qu'Alain Minc conseillait Albert Frère, un baron et homme d'affaires belge, qui tentait de destituer Mestrallet. De plus, le directeur général de Vinci, Xavier Huillard, l'a démis du conseil d'administration en janvier 2007, réalisant que Minc conseillait François Pinault qui préparait une attaque contre le groupe de BTP. Selon Libération, Minc voulait se venger de Huillard qui avait démis son ami Antoine Zaccaria, ancien PDG du groupe Vinci, l'année précédente. Pour comprendre cette affaire et les nombreux conflits d'intérêts dans lesquels Alain Minc est empêtré, voici un extrait de Les Rothschild, une banque au pouvoir de Martine Orange. En ce début des années 90, Suez est au centre d'une des plus grandes bagarres du capitalisme français. La compagnie financière en reste un des acteurs clés. Elle détient des participations, même si ce n'est que quelques pourcents
partout. Elle siège à d'innombrables conseils d'administration. Pour nombre de dirigeants, il est temps de se débarrasser d'une structure héritée du début du XXe siècle, du temps de grand-papa. Mais il y a toutes les richesses accumulées au fil des ans dans le groupe. Qui va en hériter? Clan contre clan, chaque groupe d'influence, symbolisé en partie par la création des fameux noyaux durs au moment des privatisations de 1986, essaie de s'approprier le groupe financier. BNP, UAP, Saint-Gobain, AXA, chacun a sa théorie pour l'avenir de Suez. Celui-ci bataille pour éviter sa disparition et écrire comme il l'entend son avenir. Un groupe d'influence, emmené par Michel Pébro, PDG de la BNP, milite pour la création de ce qu'on va appeler la très grande financière. Il s'agit dans l'état d'esprit du banquier de constituer une gigantesque institution qui réunirait la banque BNP, l'assurance UAP et Suez. Cette dernière apportant les capitaux nécessaires qui manquent tant aux deux groupes, tout juste privatisés. Michel Pébro a tous les arguments pour vanter son concept de la banque assurance. Il séduit la place toujours partante pour créer des champions nationaux. L'ennui est que Suez n'a toujours pas vu où pouvait être son intérêt. Hormis de disparaître dans un grand tout et de laisser les autres dépouiller Suez de ses richesses. On ne lui promet rien. Gérard Worms étudie donc les contre-attaques possibles. Alain Minc est forcément de toutes les réflexions. Il avance une idée étonnante. Pourquoi ne pas fusionner Suez avec PPR, Pinault Printemps Redoute, le groupe de François Pinault? En un mot, il préconise le mariage de deux de ses clients. Si l'intérêt du milliardaire est évident dans cette opération, on peine à voir celui de Suez. Ils n'ont aucun métier en commun, aucune approche partagée. Néanmoins, l'idée chemine et les banques commencent à travailler d'arrache-pied sur le projet et les modalités techniques pour le réaliser. La maison Rothschild y est associée personnellement. Elle est le banquier traditionnel d'Artémis, la holding personnelle de François Pinault, qui contrôle le groupe PPR, la Fnac, Conforama, etc. Mais Alain Minc, une fois de plus, vient mélanger la donne. Alors que Rothschild y travaille, le consultant arrive un jour, disant qu'ils ont besoin d'alliés pour soutenir leur projet. On ne peut exclure Lazare, il est trop puissant. Il faut le rallier à notre projet, explique-t-il en substance à François Pinault. Rothschild est donc prié de s'effacer partiellement pour faire de la place à sa rivale. Et ce n'est pas n'importe lequel des banquiers qui arrive pour étudier le dossier. Il s'agit juste de Bruno Roger, l'associé gérant le plus prestigieux de Lazare, qui travaille au même moment pour le camp d'en face afin de créer la très grande financière contre Suez. La confusion est à son comble. David de Rothschild est venu me voir pour m'expliquer l'arrivée de Lazare. Il est très embarrassé et très mécontent aussi. Il déteste les situations embrouillées, explique Gérard Worms. Mais la maison est encore trop petite pour protester et imposer ses conditions. Et elle ne peut pas se permettre de rester à l'écart d'un dossier aussi important que celui de Suez à ce moment-là. Elle s'incline donc, comme elle s'inclinera lorsque, mandatée à nouveau par PPR pour vendre une filiale de crédit à la consommation, Finaref, on lui demande de co-gérer le dossier avec Lazare. Le partage est une fois encore réalisé à partir d'une idée d'Alain Minc. Les deux épisodes, peu glorieux, seront soigneusement enterrés dans les oubliettes de l'histoire. Pendant cette période, Alain Minc se partage ainsi entre la maison et Lazare, ayant un contrat personnel avec Édouard, auquel il apporte beaucoup d'informations, tout en étant également proche de Bruno Roger, l'un des associés gérants vedettes du camp adverse. David de Rothschild dit qu'il connaissait ses liens avec la banque Lazare. « Je savais sa proximité avec Lazare, mais je ne suis pas sûr qu'il avait un contrat avec eux. De toute façon, le conflit d'intérêts n'a pas existé. Je n'ai pas le souvenir d'une affaire où nous nous sommes trouvés dans une situation compliquée. » Alain Minc sait parfaitement être sélectif, faire la séparation entre ses activités. Je l'ai testé à plusieurs reprises. Qu'il travaille avec Lazare, de toute façon, ce n'est pas un problème. Nous sommes deux animaux comparables, deux acteurs familiaux français qui se trouvent confrontés à la montée en puissance des grandes banques internationales. La vraie concurrence pour nous, c'est Goldman Sachs. Après avoir concédé du bout des lèvres quelques relations d'affaires avec Rothschild,
Alain Minc dément tout contrat avec Lazare. Vous avez toujours le conflit d'intérêts en tête, mais ce n'est pas possible à Paris. Paris est un village, tout se sait, affirme-t-il aujourd'hui avec son aplomb habituel. Pour une banque d'affaires, le conflit d'intérêts est un poison lent, qui peut ruiner une réputation. David de Rothschild en est pleinement conscient. Aussi est-ce avec une vigilance accrue que le chef de la maison dit surveiller ses risques potentiels, tente de prévenir ou de désamorcer les conflits latents et au final arbitre lorsque c'est nécessaire dans la plus totale discrétion. Mais sur le cas précis du contrat d'Alain Minc, il semble oublier sa légendaire prudence. J'aime beaucoup Alain, c'est un esprit original, complexe, qui embrasse beaucoup de choses. Il y a toujours quelque chose à apprendre à l'écouter, explique David de Rothschild. À force d'insister sur les risques potentiels de conflits d'intérêts multiples que peut receler un tel contrat, il finit par concéder « C'est vrai, mais je veillais. Mais de toute façon, ce contrat n'a pas duré longtemps. » Souvent très précis sur les dates, les lieux et les hommes, David de Rothschild n'a pas pu dire quand le contrat a pris fin. Soudain, la mémoire lui fait défaut. Nous savons également qu'Alain Minc était très proche d'Antoine Bernheim, justement de la Banque Lazare. C'est avec lui qu'ils ont mis en place le système des poulies bretonnes, qui a permis à Bernard Arnault, Vincent Bolloré et François Pinault de développer leur grande fortune. En 2005, à l'ouverture de la chaîne Direct 8, devenue C8 aujourd'hui, Alain Minc est éditorialiste de l'émission Face à Alain Minc, une émission animée par Guillaume Clossat. En 2007, il devient l'animateur de cette émission. En 2008, lors d'une de ses émissions, il déclare en pleine crise des subprimes aux États-Unis que le marché financier, sans qu'il n'ait d'organe apparent de régulation, est très bien régulé, que l'empirisme prévaut et que l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Bon, qu'en est-il de Alain et les réseaux de pouvoir occulte ? En 1981, Alain Minc intègre la French American Foundation. En 1983, il prône la prise de contrôle de la Compagnie des eaux. Il a été trésorier du think tank Fondation Saint-Simon. Alors, on peut dire deux mots sur le saint-simonisme. C'est un courant de pensée insufflé par Saint-Simon et systématisé par ses disciples. Il a été inventé au début du XIXe siècle. C'est une combinaison de socialisme et de libéralisme. En fait, c'est du progressisme. Un progressisme qui voit dans le développement de la science, de la technique, du commerce et de l'industrie le moteur déterminant de l'émancipation et du bien-être universel. Les adhérents à ce courant de pensée sont les premiers à utiliser le terme révolution industrielle dès 1831. Les Saint-Simoniens vont être en effet les principaux acteurs de l'industrialisation de la France, de l'essor du machinisme et du développement des réseaux de transport, les canaux, chemins de fer, les réseaux financiers, grandes banques, crédits, et réseaux humains, urbanisation, etc. Ce sont les initiateurs d'une modernisation à marche forcée, poursuivie avec d'autant plus d'énergie qui lui donne une valeur à la fois économique, politique, sociale et morale. Le travail est sanctifié, car lui seul permet à l'homme de s'accomplir et de se libérer. Les Saint-Simoniens, porteurs du progrès, souhaitent effacer, annuler tout ce qui est de l'ordre du passé et des traditions. Ils font d'ailleurs de la lutte pour l'égalité homme-femme une priorité, car c'est elle qui permet l'indispensable liquidation de la famille patriarcale dans tous ses éléments. Au tout départ, les disciples de Saint-Simon, pour la plupart polytechniciens issus de la moyenne ou de la grande bourgeoisie, réclamaient qu'il soit donné à chacun selon sa capacité, et proclamaient la nécessité d'améliorer le sort matériel et moral des plus pauvres et des plus nombreux. Pourtant, ils vont instaurer le règne des très riches, grands banquiers et grands industriels, qui entraînera par contre-coup une aggravation de la misère du peuple. Ils ne sont pourtant pas dépourvus de spiritualité. Ils suivent la religion de l'homme avec un grand H, de ses droits et de son bien-être matériel. En réalité, le saint-simonisme est encore vraiment d'actualité.
Il suffit de regarder les agissements de M. Macron pour comprendre. La Fondation Saint-Simon a été créée en 1982, un an après la victoire de la gauche à l'élection présidentielle. Ses initiateurs sont Pierre Rosanvallon, Michel Albert, alors patron des Assurances Générales de France, et l'inévitable Alain Minc. Elle est conçue sur le mode des laboratoires d'idées des États-Unis, rassemblant des intellectuels et des hommes d'affaires. Le journal Libération, dont le directeur Serge July, moaïste d'hier, est lui-même membre de la fondation, la définira comme un salon chic des intellectuels antitotalitaires et des patrons sociaux. Un trait d'union entre les rocardiens et le centre droit. Son ambition est en fait considérable. Il s'agit pour elle rien de moins que de gagner un pouvoir intellectuel, culturel, tel qu'elle pourra peser sur les choix de la gauche depuis peu aux affaires. Alors, parmi les fondateurs de cette fondation, nous avons d'abord François Furet, historien de la Révolution française, Roger Fauroux, PDG de Saint-Gobain, Pierre Rosanvallon, ancien conseiller d'Edmond Maire lorsque celui-ci dirigeait la CFDT. L'association compte quelques dizaines d'adhérents, tous triés sur le volet. Des universitaires, des hommes de presse, des PDG. Ce sont ces derniers, au nombre de 15, ou plutôt l'entreprise à laquelle ils appartiennent ou qu'ils possèdent, qui financent son activité, notamment par le paiement d'une cotisation annuelle de 120 000 francs, un peu plus de 18 000 euros. Outre Roger Fauroux de Saint-Gobain, on y remarque la présence de François Riboud, de BSN Gervais Danone, digne représentant de l'aile moderniste du patronat français. On peut y croiser également Yves Sabouret, ancien du cabinet de Pierre Mesmer, Premier ministre de Pompidou, conseiller général centriste en Bretagne, dirigeant du groupe Hachette et d'Europe 1. Il n'y a pas de personnalité politique marquante, mais des hommes de presse. Alors on peut y croiser également Jean Daniel du Nouvel Observateur, Jean Boissonnat de l'Expansion, et même un provincial des Jésuites, Henri Madelin. Minc défend coûte que coûte les idées libérales. Conseiller spécial à l'Élysée, en mai 2010 sur France Info, il s'en est pris aux très vieux, dont les dépenses de santé seraient devenues un luxe. Il faudrait que ces frais soient pris en charge par les vieux eux-mêmes ou par leur famille, selon lui. Comme beaucoup de ses amis, Alain Minc a participé au club Le Siècle. En 2008, il participe au groupe Bilderberg. Dans un article du Point, il nous décrit cette organisation. Ce sont des cafés du commerce internationaux. On cause, souvent intelligemment, certes. Cela n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie où les gens font le vœu de s'aider et de s'épauler, c'est-à-dire un système assumé d'entraide où les hiérarchies sont effacées au nom d'une solidarité secrète. Alain Minc participe également à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, l'un des think tanks les plus influents de France. Pour rappel, Alain Minc est membre du conseil d'administration de CaixaBank, une des entreprises membres de l'IFRI. L'IFRI, qui est donc l'Institut français des relations internationales, est l'un des 3 think tanks, ou clubs de réflexion, les plus influents de France, avec Le Siècle et la Fondation Concorde. Comme son nom l'indique, l'activité de l'IFRI est orientée vers la politique internationale, ce qui inclut des questions comme l'économie, la mondialisation ou les méthodes de gouvernance. L'IFRI rassemble des personnalités politiques de droite et de gauche, des patrons de grandes entreprises et quelques universitaires. En plus des adhésions de ses membres, l'IFRI est financé par les dons des plus grandes entreprises françaises et de quelques entreprises européennes et américaines. La liste de ces entreprises est impressionnante. On y retrouve presque toutes les sociétés du CAC 40. En 2008, le milliardaire George Soros, qu'on ne présente plus, a fondé le CFR, qui compte parmi ses membres fondateurs Dominique Strauss-Kahn, Alain Minc, l'ancien Premier ministre belge Jean-Luc Daen et l'ex-Premier ministre des Affaires étrangères allemand Joschka Fischer. Minc se livrera dans Le Point à propos de Soros.
J'ai très bien connu Soros. J'ai même été un des fondateurs de son think tank en Europe. Mais on s'est fâché très durement au moment de la crise de l'euro. Je n'admettais pas qu'il aille d'un côté donner ses recettes d'homme d'État sans État aux gouvernants et que de l'autre, il prenne des positions de change en jouant l'affaiblissement, voire la disparition de la monnaie unique, pour bénéficier du fait que ses propos de philosophe économique troublaient les marchés. C'est une schizophrénie inacceptable. Mais comme Soros vieillit, je voudrais garder le souvenir de ce qu'il a fait dans les pays de l'Est pour les libertés, et oublier l'homme qui voulait pratiquer les prophéties autoréalisatrices. Dans son roman Rothschild, une banque au pouvoir, Martine Orange nous explique les liens extrêmement étroits qu'il y a entre David de Rothschild et Alain Minc. Voilà un extrait du livre. Régulièrement, Alain Minc et David de Rothschild se voient ou se téléphonent pour se parler. David de Rothschild nous explique « Nous nous voyons toujours, c'est quelqu'un de très fidèle. J'aime beaucoup avoir avec lui des conversations sur des sujets généraux de réflexion, sur l'état du monde, comment il évolue. C'est un esprit si vif, si curieux de tout, avec des positions parfois si inattendues. Mais je n'ai jamais trouvé de traces de conversation au-delà. Il ne fait jamais aucune confidence sur les affaires qu'il traite, raconte le chef de la maison. Avec David, nous nous téléphonons tous les dimanches à 17h, dit Alain Minc, satisfait de ce rite dont il peut faire état. Il nous est expliqué dans ce livre que lors du départ d'Édouard de Rothschild, celui-ci a souhaité, dans un premier temps, ne pas perdre contact avec la maison. Un conseil de surveillance et d'orientation stratégique, SIC, a été créé pour discuter de l'avenir de la maison, servir d'aiguillon à la réflexion. Alain Minc est naturellement convié à y siéger, tout comme son ami Serge Wimbert, PDG de Sanofi. Alain Minc a également pour grand ami Monsieur Jean-Michel Darrois. Ils s'appellent tous les jours. Alors, Monsieur Jean-Michel Darrois, c'est le plus grand avocat d'affaires de Paris et il est marié lui-même avec une Rothschild. Il a supervisé juridiquement énormément d'OPA pour des grandes multinationales, en compagnie notamment de son ami Alain Minc. On peut croiser Alain Minc également à l'Institut Montaigne. Il a par exemple été invité en mars 2006 sur le thème « Peut-on rendre les politiques et les journalistes plus curieux ?» Alain Minc est partout. On peut le croiser par exemple à l'Aroèze, l'association pour le rayonnement de l'œuvre d'Émile Zola. On le retrouve également au comité de parrainage de l'UNICEF France et autres charities, à la fondation Euris, créée par Jean-Charles Naouri, encore un ami, qui offre des bourses aux meilleurs bacheliers des zones d'éducation prioritaire. Minc ne néglige pas non plus les relations publiques. Cela fait partie de son job. Remise de médailles, enterrements, cocktails, l'homme orchestre se démultiplie. Le 24 janvier 2006, par exemple, à l'occasion de l'élection de l'entrepreneur Marc Ladrette de Lacharrière à l'Académie des Beaux-Arts, aux côtés d'une trentaine de personnalités, il était membre du comité d'honneur chargé d'offrir son épée au nouvel impétrant. Et pour finir, on peut également le trouver à l'Institut Aspen. Qu'en est-il de Alain Minc et la politique, de Mitterrand à Macron? Alain Minc a soutenu François Mitterrand aux élections présidentielles de 1974, 1981 et 1988. En 1995, il a soutenu Édouard Balladur au premier tour pour soutenir Lionel Jospin au second tour. Tout à fait normal. Ensuite, en 2002, il soutient François Bayrou et Nicolas Sarkozy lors de celles de 2007 et de 2012, dont il est le conseiller politique. Pour l'élection présidentielle de 2017, il soutient Alain Juppé jusqu'à sa défaite à la primaire des Républicains, puis Emmanuel Macron, car il juge positif que celui-ci soit partisan d'une construction européenne avec des abandons de souveraineté. Quand il rencontre Emmanuel Macron à sa sortie de l'ENA, et il lui demande « Que serez-vous dans 30 ans ?» lequel Emmanuel Macron répond « Je serai président de la République ». Il conseillera en 2016 à Emmanuel Macron de faire une croix sur 2017 afin de gagner en expérience politique en vue de l'élection présidentielle de 2022.
Je pense qu'il aurait mieux fait de l'écouter. Ces faits sont expliqués dans son ouvrage Voyage au centre du système, où il nous explique qu'il y a 4 domaines d'influence: la politique, le business, les médias et la vie intellectuelle, et qu'il a lui-même eu la chance d'être à la frontière entre ces 4 domaines. Dans ce livre, il se décrit comme étant un visiteur du soir du président de la République. Lors d'une interview pour l'émission Envoyé spécial en 2018 sur France 2, Alain Minc répond à la question de la journaliste. Macron, c'est vous qui lui avez conseillé de rencontrer David de Rothschild ? Alain Minc répond: non, il l'avait rencontré, mais j'ai dit à David de Rothschild qu'il fallait le prendre à tout prix. La journaliste: mais pourquoi il fallait le prendre à tout prix ? Alain Minc: parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent, et que ce sont toutes les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide. Et s'il peut en plus être charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. C'est une qualité. Il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Sacré Minc. En 2001, Alain Minc a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à verser 100 000 francs, soit environ 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour plagiat, pour son ouvrage Spinoza, un roman juif, dont le tribunal a statué qu'il était une contrefaçon partielle de Spinoza, le masque de la sagesse de Patrick Rodel, un philosophe français, ouvrage publié en 1997. Georges Kiegemann est l'avocat d'Alain Minc dans cette affaire. Il est célèbre pour être l'avocat de nombreux éditeurs comme Éditions Gallimard, Les héritiers d'Albert Camus. Il assure la défense des éditions du Seuil dans la série de procès intentés au livre Les dossiers noirs de la police française de Denis Langlois, mais également dans le showbiz des réalisateurs de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Demy, Louis Mael, Constantin Costa-Gavras et Maurice Pialat, ainsi que pour de nombreux acteurs, Simone Signoret, Jeanne Moreau, Yves Montand, Sophie Marceau. Cela le conduit plus tard, de 1999 à 1990, à être président de la commission d'avance sur recettes de films. En 2007, il est avec Richard Malka, l'un des 2 avocats à la défense de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, lors du procès concernant les caricatures de Mahomet intentées par l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, le Conseil français du culte musulman et la Grande Mosquée de Paris, à l'issue duquel le journal est relaxé. Il a été également dans le monde politique comme ministre délégué auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice du 2 octobre 1990 au 15 mai 1991, après le 3e remaniement du gouvernement Michel Rocard, ministre délégué auprès du ministre de la Culture et de la Communication, chargé de la communication, gouvernement Édith Cresson, 15 mai 91 au 2 avril 92, et ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, gouvernement Pierre Bérégovoy, 2 avril 92 au 29 mars 93. En 2013, Alain Minc récidive. Il est poursuivi pour contrefaçon par Pascal Froment, journaliste et auteur d'une biographie de René Bousquet, qui l'accuse d'avoir plagié son livre à grande échelle. Ça concerne 300 passages. Pour sa part, Alain Minc nie toute utilisation d'un nègre et avance qu'il n'a profité que de l'aide d'un documentaliste. La justice l'a condamné et son éditeur, Grasset, a versé à Pascal Froment 5 000 euros de dommages et intérêts provisionnels et 6 000 euros pour les frais de justice. En 2010, faisant suite aux déclarations du pape Benoît XVI ayant été interprétées comme une critique de la politique de destruction de camps et d'expulsion de Roms menée par le gouvernement français depuis plusieurs semaines, Alain Minc déclare sur France Inter « J'ai envie d'exploser un peu. Ce pape allemand ? Parler comme il a parlé ? En français ? On peut discuter de ce que l'on veut sur l'affaire des Roms, mais pas un pape allemand. Jean-Paul II peut-être, mais pas lui. Son insensibilité qu'on a mesurée quand il a réinstallé un évêque révisionniste, son insensibilité à l'histoire, dont il est comme tous les Allemands un héritier, non pas un coupable, mais un héritier, a expliqué Alain Minc.
Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir. À l'image de Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate a demandé à Alain Minc de présenter ses excuses à Benoît XVI pour avoir insulté sur France Inter le pape, les catholiques, les Allemands et les Européens. Pour finir, vous pouvez retrouver Monsieur Alain Minc dans ses bureaux au 6 avenue Georges V à Paris. Christian, son chauffeur depuis 20 ans, le dépose à son bureau tous les matins à 7h15 et chaque journée commence par la lecture de la presse. Minc dévore pas moins de 8 quotidiens étrangers et français, dont Le Monde bien sûr, qu'il lit depuis l'âge de 13 ans. Petit déjeuner de travail, rendez-vous avec ses clients, avenue Georges V ou à leur bureau. La journée file jusqu'à 19h, suivie au nom d'un dîner. Elle aura été entrecoupée de coups de fil aux relations et amis, et presque à coup sûr à 2 de ses plus fidèles complices, le romancier et journaliste Philippe Labro et Franz-Olivier Gieber, patron du Point, qui appartient à son ami François Pinault. Alain Minc s'entretient. Il ne fume pas, ne boit pas. Au déjeuner, il préfère le tennis, la boxe des élites, qu'il pratique encore 5 fois par semaine, au polo ou au tennis club de Paris. Il vit dans un superbe duplex d'un immeuble cossu situé au bout de la rue de l'Université, au pied de la tour Eiffel. Et pour finir, Alain Minc a un petit rituel, le café du dimanche matin avec les habitués du marché de la rue Claire. Les anciens de Saint-Gobain, comme Roger Fauroux, ne viennent plus ou ont disparu, mais on peut encore y rencontrer Antoine Veil, Thierry Breton ou encore François Bayrou. Rolex au poignet et les Weston au pied. Le vendredi c'est la folie, on retrouve les amis. Et quand on fait du rap, promis c'est du délire. Nous sommes issus du peuple de la rue d'Aboukir, toujours prêts à porter cuir et vinyle et cachemire. Issus du peuple de la rue d'Aboukir, issus du peuple de la rue d'Aboukir. Ce week-end à Deauville avec la famille Azan, on s'est tous retrouvés, y avait tous les enfants. On s'est fait la totale, un bonheur quel régal. En sortant du casino, on a compté les pascals. Nous sommes issus du peuple de la rue d'Aboukir, toujours prêts à porter cuir et vinyle et cachemire. Issus du peuple de la rue d'Aboukir, issus du peuple de la rue d'Aboukir. Toi t'es mon frère, moi je suis ton frère, lui c'est ton frère, et dans les affaires, on est tous des frères. Nous sommes issus du peuple de la rue d'Aboukir, toujours prêts à porter cuir et vinyle et cachemire. Issus du peuple de la rue d'Aboukir, issus du peuple de la rue d'Aboukir. L'été à juin les balles, l'hiver à Méribel, de tous les beaux hôtels on est la clientèle. On est tous entre nous et c'est sensationnel. On se balade en scooter sur un tempo d'enfer. Nous sommes issus du peuple de la rue d'Aboukir, toujours prêts à porter cuir et vinyle et cachemire. Issus du peuple de la rue d'Aboukir, issus du peuple de la rue d'Aboukir. Quand on rentre à Paris, il faut ouvrir le magasin, mais c'est toujours sympa de retrouver les copains. Où tu es parti, dis-moi, tu t'es bien éclaté. Je me la suis bien donnée, je te dis pas, je suis ruiné. Nous sommes issus du peuple de la rue d'Aboukir, toujours prêts à porter cuir et vinyle et cachemire. Issus du peuple de la rue d'Aboukir, issus du peuple de la rue d'Aboukir. Dis-moi, c'est la nouvelle Porsche. Muriel, Mimi, viens voir la voiture, viens, on va la kiffer à Deauville, viens, je t'emmène. Nous sommes issus du peuple de la rue d'Aboukir, toujours prêts à porter cuir et vinyle et cachemire. Issus du peuple de la rue d'Aboukir, issus du peuple de la rue d'Aboukir. Nous sommes issus du